Il est 8h. Et votre matinale info continue avec Nikos Aliagas jusqu'à 9h. Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Nous serons en Syrie. Dès le début de ce journal, les forces kurdes sont en train d'éliminer les dernières poches de résistance de l'État islamique. L'invité surprise s'appelait Emmanuel Macron. 3h15 hier soir dans un débat citoyen, le président a échangé avec des Français. Parmi eux, certains portaient le gilet jaune. Et puis nous irons à Melbourne, en Australie. Lucas Pouille réussira-t-il l'exploit de battre le numéro 1 mondial Novak Djokovic? C'est une demi-finale du Grand Chelem. Notre envoyé spécial nous dira si le Français a ses chances. 8h12, Vincent Herouette nous parlera du pape au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Europe 1. Prenons la direction de l'est de la Syrie. Les forces kurdes sont en train d'éliminer les ultimes poches de résistance de l'État islamique. Avant de passer à l'offensive, elles donnent un peu de temps pour que les familles des djihadistes évacuent. Notre envoyé spécial Gwendoline de Bono couvre ces opérations pour Europe 1 à la frontière entre la Syrie et l'Irak. C'est à ça que ressemble la défaite. En plein milieu du désert à la frontière entre la Syrie et l'Irak, une centaine de femmes en niqab sont assises sur le sol rocailleux avec leurs enfants. Ce sont les épouses des djihadistes qui, eux, se battent dans les 2 derniers villages encore sous leur contrôle. Tout juste évacuées du front, elles n'ont pas de mots assez durs pour la coalition et ses avions que l'on entend en permanence dans le ciel. Ils ne bombardaient pas que des combattants, c'était tout le monde, tout le temps, les enfants, les femmes, tous les jours. C'était des avions et encore des avions. Avant qu'ils bombardent, on avait tout, on avait de la nourriture, des médecins, des écoles, on vivait bien. Moi, je voudrais retourner à Raqqa. Elle ne retournera pas à Raqqa, l'ancien fief de l'État islamique. Les femmes montent dans des camions qui les conduisent vers un camp de réfugiés. À l'écart, des hommes sont photographiés par les renseignements kurdes. Ce sont des djihadistes qui se sont rendus. Il y a des Russes, des Irakiens, des Turcs et c'est comme ça tous les jours, raconte Mohamed, le responsable de la zone. Là, on a un Bangladais et un Hollandais avec son épouse britannique. Hier, c'était des Français. Depuis un mois, nous avons plusieurs groupes comme ça qui sortent, très nombreux. Mais la bataille touche à sa fin et les groupes sont moins importants. Il ne sera bientôt plus possible d'évacuer les villages, dit un commandant. Les djihadistes qui choisissent de rester vivent leurs dernières heures. À la frontière entre la Syrie et l'Irak, Gwendoline de Bono, Europe 1. Nous venons de l'apprendre, un vol Transavia Paris-Tunis a été perturbé hier soir par un passager violent qui a crié Allahu Akbar. L'appareil a dû être dérouté vers l'aéroport de Nice. L'homme a 35 ans. Selon les témoignages, il a fait une prière avant d'essayer d'entrer dans le cockpit. Il a été maîtrisé et placé en garde à vue. Aux États-Unis, revers pour Donald Trump. Le Sénat, pourtant à majorité républicaine, a rejeté le plan de sortie proposé par le président. Le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis entre aujourd'hui dans son 35e jour. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner installe aujourd'hui un nouveau dispositif de lutte contre l'immigration illégale. Oui, nous vous en avons souvent parlé sur Europe 1 depuis quelques mois. Les migrants prennent des risques énormes et tentent la traversée de la Manche en bateau, parfois en dérobant des navires de pêche français. Bonjour Lionel Gougelot. Bonjour David. Christophe Castaner est à Calais depuis hier soir et ce matin, le ministre de l'Intérieur va détailler son plan pour limiter justement ces départs en mer, c'est bien cela ? Ouais, effectivement, et pour cela, près de 7 millions d'euros sont débloqués par la Grande-Bretagne pour l'achat d'équipements de vidéosurveillance dans les ports, mais aussi des drones et des systèmes de vision nocturne pour les forces de l'ordre qui patrouillent sur le littoral afin d'empêcher donc ces traversées clandestines de migrants, mais aussi de démanteler les filières de passeurs, des filières qui ont permis ces derniers mois à plus de 270 migrants de gagner les eaux territoriales ou les côtes britanniques. Et pour mieux coordonner ces actions, eh bien, un centre de commandement franco-britannique est installé ici près de Calais. L'objectif là, c'est de renforcer les patrouilles en mer pour repérer les embarcations de fortune et éventuellement venir au secours des migrants qui ont pris le risque d'une traversée. Ce dispositif, Christophe Castaner, le ministre, le présentera donc ce matin à la ministre britannique de l'immigration. Une façon d'afficher la volonté commune des deux pays à lutter contre ces traversées et faire passer le message aussi que toutes les tentatives seront désormais vouées à l'échec. Merci à vous Lionel Gougelot, vous étiez en direct depuis Calais pour Europe 1. Sachez par ailleurs que l'évacuation d'un camp de migrants à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, est en cours. Entre 200 et 300 migrants, principalement originaires de la Corne de l'Afrique, occupent l'avenue Wilson depuis plusieurs mois. L'évacuation se déroule dans le calme, d'après les associations sur place. Les Français qui avaient prévu de débattre hier soir à Bourg-de-Péage dans la Drôme ont eu la surprise de voir arriver le président de la République. Eh oui, pendant plus de 3 heures, le chef de l'État a ferraillé sur tous les sujets. Écoutez ce passage. Alors qu'Emmanuel Macron parle des prêts bancaires, il est interpellé par quelqu'un qui lui reproche son passé de banquier chez Rothschild. Voici sa réponse.
Moi, j'ai aucun problème. Il se trouve que j'ai eu une vie avant, que j'ai... Ben oui, et c'est formidable. Et j'ai changé après de vie, et j'ai été élu par les Français. Et moi, je serais ravi qu'il y ait beaucoup de gens qui ont une vie d'entrepreneur ou ailleurs s'engagent dans la politique. Il y a des gens qui pensent comme ça, avec d'ailleurs je dois dire, des relents de choses que j'aime pas beaucoup, parce que derrière, ça s'appellerait la Banque du Pont, il y aurait certainement moins d'arguments, et ça me plaît pas dans votre réflexion. Il y a des gens qui vous mettent comme ça un poinçon. Eh ben, c'est tout. Vous savez, je suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers, en attendant, vous n'aurez pas de prêt sans banquier. C'est comme ça. Lorsqu'Emmanuel Macron évoque des relents qu'il n'aime pas beaucoup, il s'agit de relents antisémites, bien souvent associés au passé du président au sein de la banque Rothschild. Le chef de l'État a par ailleurs reconnu qu'il serait impossible de sortir du glyphosate d'ici 3 ans. Contrairement à l'objectif qu'il s'était lui-même fixé. Et puis, information Europe 1 de Michael Darmon. Le gouvernement s'apprête à accueillir un nouveau membre. Adrien Taquet, député LREM des Hauts-de-Seine, va être nommé secrétaire d'État à l'enfance. Il dépendra du ministère de la Santé. La matinale de David Doucan avec la matinale et le journal de 8h avec David Doucan, évidemment. C'est aussi votre matinale, David. Et les banques qui rechignent à prêter de l'argent à la France Insoumise. Expliquez-nous. Oui, c'est une information Europe 1. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon essaye de financer la campagne des élections européennes et les Insoumis découvrent qu'ils ne sont pas les bienvenus chez les banquiers. Information signée Virginie Riva du service politique d'Europe 1. On ne prête plus d'argent aux partis politiques. Voilà ce qu'ont répondu les banques aux Insoumis, sans aucun examen de leur dossier. Ils s'y étaient pourtant pris tôt, dès juillet dernier. Ça alourdit le travail et surtout, ça va nous bloquer, explique un cadre dirigeant de la France Insoumise. Une seule banque a accepté d'examiner leur demande de prêt, montant 4 millions d'euros, soit la somme qui peut être remboursée par la commission des comptes de campagne. Pour l'instant, les Insoumis peuvent compter sur leur dotation publique, mais ils n'ont pas suffisamment de trésorerie. Avec 10 à 20 réunions publiques par semaine, ils sont obligés de trouver des salles gratuites. On fait nos radins, explique une candidate. On demande aux militants de faire à manger. Même chose pour l'hébergement des candidats, c'est chez les militants. Et si la seule banque qui étudie actuellement leur dossier leur dit non, ils pourraient imiter leurs amis espagnols de Podemos, lancer un emprunt populaire. Ils ont d'ores et déjà sollicité les adhérents et lancé une campagne de dons, mais comme le reconnaît un cadre insoumis, chez nous, les dons ne vont pas être exponentiels. Ils disent pouvoir récolter de 500 000 à 1 million d'euros maximum. Les informations de Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Le prélèvement à la source, les fiches de paie vont tomber, ça y est, dans quelques jours. Oui, et il va falloir s'habituer à découvrir un montant plus faible qu'auparavant. Certains en ont déjà fait l'expérience parce qu'ils sont payés en début de mois. C'est le cas des salariés de cette grande brasserie parisienne que Maude Descamps est allée rencontrer. Pour faire tourner cette immense brasserie au décor Art Nouveau, une 50aine d'employés s'affairent non-stop en salle et en coulisses. Début janvier, tous ont reçu leur premier salaire amputé de l'impôt sur le revenu. Benjamin, maître d'hôtel, est payé 3 200 € par mois. Il était déjà mensualisé. Il avoue ne pas avoir vu de différence sur son pouvoir d'achat. Pour moi, ça n'a pas spécialement changé, à part que je ne paye plus tous les mois directement le prélèvement aux impôts. C'est directement prélevé de mon salaire. Donc, faut juste faire attention tous les mois à bien regarder le montant qui est écrit et surtout à ne pas se faire prélever une deuxième fois par les impôts. Sébastien, lui, touche 2 000 € par mois. Il avait l'habitude de payer ses impôts tous les 3 mois. Souvent avec du retard. Ce ne sera donc plus le cas. Moi, je préfère comme ça, personnellement, parce que si, je pense que souvent, quand tu arrives à la fin de l'année, si on n'a pas l'argent et qu'on ne peut pas les payer tout de suite, on paye 10% en plus. Donc en finale, on est gagnant. L'inconvénient, reconnaît ce cuisinier, c'est qu'en cas d'imprévu, il ne peut désormais plus piocher dans ce qu'il mettait de côté habituellement pour payer ses impôts. Maude Descamps pour Europe 1. Et ce matin, nous n'attendons, mon cher Nikos, rien de moins qu'un exploit. Le Français Lucas Pouille affronte à partir de 9h30 heure française le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Et c'est une demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, celui d'Australie. Alors, direction Melbourne, justement, où nous rejoignons Christophe Taureau pour Europe 1. Christophe, bonjour. Est-ce que l'exploit est possible ou on rêve de notre côté ? Écoutez, il y a des petits signaux qui donnent envie d'être positifs, mais Lucas Pouille va devoir se mesurer au numéro 1 mondial, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, l'homme aux 14 titres du Grand Chelem, dont 6 Open d'Australie. Novak Djokovic dispute tout à l'heure, écoutez bien, sa 44e demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Donc évidemment, face à cet énorme palmarès, Lucas Pouille fait presque figure de petit bleu. Il découvre ce niveau de la compétition, mais il aura pour lui cette envie retrouvée aux côtés d'Amélie Mauresmo et un niveau de jeu absolument
formidable depuis le début du tournoi. Pouille considère qu'il joue mieux qu'en 2016, l'année où il avait notamment battu Rafael Nadal à l'US Open. Allez, un petit quiz pour finir. Quel est le dernier Français à avoir disputé une finale dans un tournoi du Grand Chelem ? Allez, je vous donne la réponse. Oui, soyez sympa. C'est Jo-Wilfried Tsonga, ici même, en 2008. 11 ans, ça commence à faire long, donc on va croiser les doigts pour Lucas Pouille. Rendez-vous à 9h30, heure française. Quand on est dans l'arène, tout est toujours possible, il faut y croire. Et puis un petit bleu, il a dit que c'était un petit bleu. C'est un bleu. C'est un bleu. Un Français, on le soutient. Merci à vous, Christophe Taureau. Vous étiez en direct de Melbourne, en Australie. Le match est à suivre sur Europe 1 en fil rouge à partir de 9h30. Et puis je vous dis un mot rapide de handball, puisque c'est le mondial du handball. Et la France joue aujourd'hui à 17h30 en demi-finale face au Danemark.